Nous sommes en guerre. J'invite tous les Français qui veulent rester libres à m'écouter et à me suivre. Vive la France, libre, dans l'honneur et dans l'indépendance. Il y a une pyramide sociale où il y a un mec qui est en haut tout seul, et plus on descend, plus on est nombreux. Et quand on arrive en bas, on est vraiment dans la merde. Alors moi, ce que je voudrais, c'est qu'on remue la merde et que l'odeur monte jusqu'au nez des mecs qui dirigent, et qu'au lieu d'être tournés vers l'extérieur du pays, ils se tournent un peu vers l'intérieur et qu'ils disent « Ah merde, on leur prend tout leur pognon. Ah oui, il faudrait leur en laisser un peu. » Avez-vous, oui ou non, reçu de l'argent liquide de Libye pour financer votre campagne? Quelle indignité. Nous sommes sur le service public, c'est une honte. Évidemment, votre téléphone est sur écoute. Vous y pensez quand vous téléphonez? Oui, naturellement, ça devient, comment dirais-je, intégré dans votre personnalité. Mais si on n'a rien à cacher, il ne faut pas avoir peur. Très volontiers. Donc effectivement, j'ai décrypté très tôt la crise sanitaire parce que j'ai l'outillage intellectuel et le bagage professionnel pour le faire. Donc j'ai vu dès le 18 mars que l'épidémie était d'une gravité raisonnable, qu'il y avait des plans qui auraient tout à fait été capables de donner les bonnes réponses sur savoir comment la gérer, qu'au lieu de ça, on a mis ces plans en échec, on a fait à l'inverse quelque chose qui était une réponse globale qui était totalement inadaptée et qu'on savait être inadaptée depuis des décennies, et que tous les meilleurs experts qui essayaient de le rappeler se faisaient démolir. Et donc j'ai publié en mars 2020 un livre, Covid-19, anatomie d'une crise sanitaire, dont j'ai la satisfaction de voir 2 ans et demi après que 98% de ce que j'ai écrit était juste. Et en fait, dans mon expérience personnelle, j'ai eu une première réaction de presse qui était très favorable. J'ai eu des articles dans Paris Match, l'Humanité, Les Échos, passé sur CNews, Sud Radio, et l'avis unanime des journalistes, c'était « c'est un point de vue critique, mais il est intéressant, il est documenté et ça vaut la peine de s'y intéresser ». Et en fait, il y a quelque chose qui a basculé aux alentours de juin 2020, où là, j'ai eu des informations par des connaisseurs qu'une boîte de dark PR, c'est-à-dire de relations publiques noires spécialisées dans la destruction de réputation, avait été mise sur mon cas en Suisse. Et en fait, ce sont des gens qui procèdent de la manière suivante. Quand ils veulent décrédibiliser quelqu'un, ils regardent si vous avez des casseroles. Si vous en avez, c'est facile, ils les utilisent. Moi, il se trouve que j'en ai pas. Mais donc, ils voient quelles sont les choses qu'ils pourraient dire à votre sujet qui, même si elles sont fausses, pourraient avoir un impact. Et en ce qui me concerne, alors que je fais de l'anthropologie appliquée en santé publique depuis 30 ans, que j'ai enseigné dans une quinzaine d'universités et de hautes écoles, je ne suis pas rattaché au monde universitaire, je n'ai pas publié dans la littérature scientifique, ce qui de toute manière est un concept un peu bizarre en anthropologie. Par contre, j'ai écrit une 50aine d'articles dans la presse spécialisée en santé publique. Et donc, l'angle d'attaque a été de dire, ce monsieur n'est pas un docteur en anthropologie, ce qui est vrai, mais anthropologue, c'est un métier, c'est pas un titre. Et donc, en fait, c'est un imposteur. Et dès que ce profilage avait été fait sur mon compte, il s'est diffusé à travers l'Express, à travers Thomas Durand, qui a écrit L'imposteur de l'anthropologie médicale, alors que j'ai participé en l'an 2000 à des congrès d'anthropologie médicale comme anthropologue médical. Et donc là, il y a eu une machine de guerre qui s'est activée. Et effectivement, c'était une des signatures du fait qu'on était dans une dérive totalitaire. C'est-à-dire qu'une dérive totalitaire ne peut se produire que s'il y a une idéologie qui est assénée de sorte à asservir les esprits. Et donc, si vous voulez, avec 2 couches. Ceux qui mettent en œuvre ces procédures déloyales et détestables de destruction de réputation, et puis après, toute la masse des suiveurs qui deviennent convaincus de ça. Et donc, j'ai eu la mauvaise surprise de voir que des gens avec qui j'avais travaillé en santé publique, une personne avec qui j'avais créé une revue en santé mentale, un autre avec qui j'avais travaillé à la planification sanitaire du canton de Genève, se mettaient à relayer ces contenus diffamatoires et mensongers à mon sujet en disant « Ah, bah finalement, on sait qui est Monsieur Michel », alors que j'étais convaincu d'avoir une relation d'estime réciproque avec eux. Et donc voilà, c'était une signature caractéristique. Et donc, voilà, ça s'est manifesté de plusieurs manières, mais il faut bien comprendre que c'est quelque chose d'organisé, il y a des savoir-faire extrêmement efficaces en la matière, et qu'on a vu effectivement certains cercles médiatiques
proches de certains intérêts économiques et politiques, les mettre en œuvre de manière systématique. Ce qu'il faut résumer, et je crois qu'il faut vraiment repartir de là, parce que l'immense majorité des gens l'ignorent encore, c'est qu'il y a un nouveau virus respiratoire qui a l'air un peu méchant, mais sur l'ensemble de la population pas, c'est réservé à des catégories à risque. Et puis, il y a cet état de panique qui s'installe où on jette aux orties toutes les bonnes pratiques et la connaissance accumulée en santé publique. On fait n'importe quoi en imposant des choses qui sont dommageables et destructrices. Et puis, dans l'après-coup, aujourd'hui, on entend beaucoup de gens dire « Oui, mais c'était compliqué, on savait pas quoi faire, on savait pas à quoi on avait affaire. » Et Laurent Toubiana, qui est l'épidémiologiste de référence en France sur les épidémies respiratoires, dit « Mais arrêtez de dire ça, on savait très bien quoi faire. » Et si on l'avait fait normalement, si on avait appliqué toutes les bonnes connaissances en santé publique, on serait passé comme un charme au travers de cette épidémie. Mais comme un charme. Je mets de côté ceux qui sont vraiment odieux. Mais même des médecins de plateau sincères, finalement, sont extraordinairement ignorants. Mais aussi, bah, c'est pas leur domaine. Donc, vous avez des pneumologues, des cardiologues qui viennent dire oui, mais bon, c'était compliqué, on savait pas, parce qu'ils ne connaissent pas la matière. C'est-à-dire qu'il y a une idéologie qui se crée, qui est crédible, c'est ce que mon confrère Laurent Mukeli a appelé la doxa du Covid, donc des idées simples qui ont l'air d'être vraies, mais qui sont complètement fausses, et qui deviennent des lieux communs, et notamment avec cette caractéristique que ce sont des lieux communs qu'il ne faut surtout pas remettre en question. Et si vous le faites, automatiquement et tout de suite, c'est une branca. Ah non, mais vous avez quand même pas nié ça, alors que objectivement, la contestation est tout à fait valide. Alors juste pour répondre à votre question où je me suis trompé, c'est qu'effectivement, on était à chaud, on voyait la réponse de différents pays et par exemple, j'ai évalué que les systèmes de traçage pouvaient avoir une utilité, alors qu'on sait aujourd'hui que c'est absolument pas le cas. Donc, toutes ces applications sur smartphone qu'on nous a imposées, soi-disant, pour vérifier les chaînes de transmission et dont l'exemple de la Corée, par exemple, pouvait laisser penser que ça pouvait être utile, en fait, ça ne l'était pas. Écoutez, d'abord, j'aime pas tirer sur les ambulances, mais ce qui est extraordinaire, c'est que Thomas Durand, dont il faut rappeler que son champ de spécialité, c'est les moisissures. C'est un biologiste végétal qui étudie les champignons et les moisissures. Et il a, dans sa carrière, écrit 5 articles, co-signés par 5 co-auteurs, donc il est un des 6 auteurs, avec un H-index, donc dans la classification de l'importance des scientifiques de 7, ce qui est risible, c'est rien du tout. C'est targué de décoder des questions de psychologie sociale, de neurosciences cognitives, est devenu un expert sur des domaines pour lesquels il n'a aucune compétence. Et ce monsieur qui n'est rien dans la science attaque des sommités comme le professeur Raoult en disant « ce monsieur ne sait pas faire de la science ». Donc c'est juste phénoménal. Je suis désolé de reprendre la métaphore, mais c'est le joueur de tennis du club de province qui dit que Djokovic ou Nadal ne savent pas jouer au tennis. C'est de ce niveau-là. Et que ce monsieur ait eu une audience, il a été invité chez Hanouna comme étant un docteur en sciences qui pouvait donner des indications, est juste totalement invraisemblable. C'est risible. Alors, de surcroît, on sent que c'est quelqu'un qui est malveillant, c'est-à-dire qui cherche systématiquement à tourner les choses d'une manière qui va jeter l'opprobre sur les autres. C'est des profils manipulatoires avec une agressivité rentrée assez délirante. Donc, je pense que n'importe quelle personne de bonne foi et de bon sens peut observer que ça n'est pas quelqu'un qui n'est ni sincère, ni de bonne foi, ni intègre. Et donc, la vraie question, c'est comment des personnes comme lui, ou comme Tristan Mendès-France, ou comme d'autres, ont pu avoir une telle audience, alors que ce ne sont pas des gens qualifiés et compétents, ce ne sont pas des experts dont il convient de prendre en considération les énoncés. Après, qu'ils se mettent dans la mouise, après tout ce qu'il m'a fait subir, je ne peux pas m'empêcher d'avoir une légère satisfaction, mais pas plus que ça. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, ce qui m'intéresserait surtout, c'est qu'on puisse assainir le domaine de ces faux fact-checking, de ces campagnes de manipulation et de propagande, et de cette manière de systématiquement inverser les choses. Moi, je suis un homme de terrain, donc j'ai jamais prétendu être un grand universitaire, et ça serait faux à moi de le faire, mais souvent les gens de terrain ont des sagacités qui sont beaucoup plus solides. J'ai quand même une carrière de 30 ans avec énormément de choses que j'ai faites et qui sont vérifiables. Mais lui, effectivement, qui de nouveau est un spécialiste des moisissures, s'est mis en tête de décoder les biais cognitifs de la population, donc de la psychologie cognitive pour laquelle il a aucune formation. Et effectivement, comme ils sont dans l'accusation permanente, ça veut dire qu'ils lancent les accusations contre leur cible, et celle-là, dès lors, est très mal prise, parce que si elle lance l'accusation en retour, elle donne l'impression de se justifier en
démentant la réalité de l'accusation qu'elles subissent en portant à leur tour des accusations. Et puis en même temps, c'est tellement faux et mensonger qu'il faut bien à un moment donné pouvoir nommer la réalité des choses. Alors de nouveau, ce sont des tours qui sont connus à la fois en psychologie et en technique de propagande et de manipulation. Si on les connaît, on les repère tout de suite. Le problème, c'est que l'immense majorité de la population n'est pas éduquée à cette réalité. Donc, un des espoirs de la crise, c'est que ça puisse servir à faire une saine pédagogie de qu'est-ce qu'est une information loyale et honnête et qu'est-ce qu'est une information biaisée ou manipulée. C'est comme Daoust, c'est-à-dire que c'est des pauvres types qui sont instrumentalisés par des pouvoirs qui en ont besoin, qui les envoient au front, et puis au moment où ils vont être carbonisés, ils seront laissés tomber comme un vieux Kleenex. Donc eux, je pense que c'est vraiment des idiots utiles qui sont dans cette projectivité, c'est-à-dire que je suis sûr que Thomas Durand est intimement convaincu dans son fort intérieur que je suis un imposteur, et donc il a l'impression de mener une croisade pour le bien. Par contre, il est instrumentalisé par des gens qui savent très bien, en l'occurrence, que ça n'est pas le cas, mais qui se disent, si on met des gens comme Daoust et Thomas Durand sur la mission d'attaquer M. Michel, ils seront crédibles et ils parviendront à leur fin, et ça éliminera ce gêneur, en tout cas ça rendra très problématique le fait qu'il puisse faire entendre son message. Et vous savez comme moi que les traces après deviennent indélébiles. Donc André Berkoff maintenant sur Wikipédia est décrit comme un journaliste complotiste depuis 2020, donc c'est extraordinaire finalement le champ libre que ces procédés extrêmement malhonnêtes et malveillants trouvent dans la réalité, et c'est ce à quoi il faut s'opposer. Alors, il y a une autre anecdote que je peux peut-être raconter. Je suis désolé de m'appesantir sur mon propre cas, mais c'est celui que je connais le mieux. Parce qu'effectivement, ce qui est problématique, c'est l'intrication entre des gens incompétents et malveillants, parce que Rudi Reichstadt est un autre exemple. Ce monsieur ne sait pas de quoi il parle. C'est juste phénoménal comme myopie par rapport à la réalité des faits. Mais après, ils ont une crédibilité auprès des organes de presse qui vont puiser dans leur production fallacieuse pour diffuser à grande échelle des mensonges. J'ai une anecdote personnelle qui est caractéristique. J'ai donné une grande conférence à Liège à l'automne 2020, qui s'est fort bien déroulée, et le lendemain, dans la presse, la RTBF, donc la Régie d'État belge de télévision, a publié un article « Monsieur Michel dit des choses odieuses sur la Shoah ». Alors, il se trouve que dans cette conférence, j'ai parlé de la salutogenèse, qui est une connaissance qui est née d'un psychiatre viennois qui a été pendant 3 ans dans les camps de la mort, qui a observé comment vivaient les gens et qui a remarqué qu'il y a des gens qui résistaient mieux à l'abomination qu'ils subissaient que d'autres. Et il a essayé de réfléchir à quels étaient ces facteurs de résilience en créant cette connaissance de la salutogenèse. Donc j'ai mentionné ça, et les journalistes ont cherché un tweet anonyme sur Twitter qui disait « Monsieur Michel prétend que les Juifs qui sont morts dans les camps, c'est parce qu'ils n'avaient pas été fichus d'appliquer la salutogenèse ». Ce qui était une connaissance qui n'existait même pas à l'époque. Et donc la RTBF a utilisé ça, mais attendez, ça ne s'arrête pas là. Elle a appelé le président des grandes conférences liégeoises, qui n'avait pas pu assister à la conférence, il était en déplacement, en lui disant « Monsieur Michel a dit ça, qu'en pensez-vous » Et Bernard Rentier a dit « S'il a dit ça, c'est absolument inacceptable ». Mais après, recevant une dizaine de commentaires enthousiastes sur ma conférence, il s'est dit « c'est pas possible qu'il ait dit des monstruosités et que les gens m'en disent du bien ». Donc il a écouté la conférence en voyant que j'avais absolument pas dit ça. Alors Bernard Rentier était très honnête, il a dit « si Monsieur Michel a dit ça, je trouve ça inacceptable ». Donc effectivement, mais de surcroît, il faut savoir qu'un journaliste de la radio-télévision belge, Johan Montet, avait été dénoncé pour harcèlement par ses collaborateurs il y a quelques années. Alors, de nouveau, je ne peux pas tirer de conclusion, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des climats qui deviennent extraordinairement malsains dans les rédactions, parce qu'il y a des gens sans foi ni loi, ou en tout cas avec une éthique extrêmement douteuse, qui sont nommés à des positions de responsabilité, où je peux penser à ce monsieur de Libé, là, ou l'ancien ou du Nouvel Obs, Geoffrin, qui me fait une impression détestable à chaque fois, parce qu'on sent la personne, mais sans empathie, sans humanité, sans intelligence, dans le sens de vouloir comprendre les choses. Et eux aussi, ce sont des espèces des relais de la propagande nauséabonde. Et après, effectivement, ils se permettent des choses qui sont anormales en temps normal. Et c'est aussi ce que j'ai vu avec les attaques contre Raoult et Péronne, c'est qu'on s'est permis d'emblée des choses qui auraient été totalement anormales et considérées comme inacceptables en temps normal. Donc c'était bien qu'on avait basculé dans un...
Alors c'est très amusant. Déjà, juste pour revenir sur l'émission sur Pascal Praud, je mentionne que je me suis entretenu avec lui, étant donné que j'ai énoncé des critiques qui l'ont touché. Donc on a eu une conversation vraiment franche et virile entre nous, que j'ai appréciée, et j'ai pu être convaincu que lui-même n'était pas de mauvaise foi dans cette affaire. Par contre, un avocat a traité Péronne de conspirationniste et de négationniste, ce qui est juste, mais intolérable. Un négationniste, c'est quelqu'un qui nie l'existence des chambres à gaz. Et donc cet avocat qui n'a rien compris à la santé publique, qui ne mesure pas qu'il avait en face de lui le meilleur expert de France, qui pendant 15 ans a piloté la réponse sanitaire aux épidémies, cet avocat s'est permis de traiter Péronne de négationniste à l'antenne. Et là, j'ai exprimé à Pascal Praud, qui a compris mon point de vue, que c'était juste intolérable. Alors de nouveau, ce sont des procédés qui sont très connus en psychologie sociale, c'est la stigmatisation. Vous commencez par définir des étiquettes que vous collez aux gens, il y a des stéréotypes qui sont associés à ces étiquettes et qui conduisent au fait qu'ils ne sont plus considérés comme des citoyens ou des interlocuteurs à part entière. Et ça a toujours existé à travers l'histoire, entre nègres, bougnoul, youpins, fachos, bolcheviques, vous voyez ce que je veux dire? Et c'est une manière de disqualifier quelqu'un, et nos connaissances aujourd'hui en la matière sont quand même suffisamment développées pour qu'on n'eût pu espérer qu'il y ait une espèce de culture générale dans la population se méfiant de ce genre de procédé. Mais on voit que ça a bien marché parce qu'effectivement, dans les moments de déferlement totalitaire, il y a cette pensée unique qui s'instaure et qui a besoin d'ennemis pour s'auto-justifier. Donc on brandit sans cesse les complotistes pour créer un danger qui, dans les faits, n'existe pas, mais qui maintient la cohésion du groupe. Et de mon point de vue, ce sont des étiquettes qui sont diffamatoires. Donc, en ce qui concerne Thomas Durand et d'autres, je regrette à ce stade de ne pas avoir porté plainte. Mais c'est vrai qu'à l'époque, j'étais trop ébranlé personnellement. C'est un baptême du feu assez épouvantable. Aujourd'hui, en toute franchise, j'en rigole. Donc, je considère plutôt ça comme étant des décorations ou des légions d'honneur. Donc, vraiment, ça me glisse comme de l'eau sur les plumes d'un canard. Mais quand ça commence à vous arriver, c'est épouvantable. Parce que la respectabilité est un des fondements de notre sentiment de sécurité. On est tous des membres respectables de la société, et tant qu'on n'a pas fait des choses abominables, il n'y a aucune raison que les gens se détournent de nous en disant « lui, alors vraiment ». Et quand ça nous arrive, c'est vrai que c'est très très déchirant quand on est de bonne foi en tout cas. Ce que j'ai trouvé extraordinaire, en l'occurrence chez Pascal Praud, mais on le voit sur tous les plateaux télé, c'est que les intervenants ignorent complètement ou feignent d'ignorer la réalité des processus de corruption systémique dans le domaine de la santé, alors même qu'ils ont été identifiés par tout le monde. C'est un énorme problème dans les politiques de santé. Et il y a notamment des campagnes, c'est intéressant parce que ça joue de la même manière, de l'industrie pharmaceutique visant la psychologie des médecins pour voiler la réalité de ce à quoi ils participent. Alors, je renvoie comme toujours aux études du Centre d'éthique de l'Université de Harvard, qui a travaillé ces questions pendant 4 ans. Et donc, il y a de l'ingénierie sociale des pharma vers les médecins pour qu'ils ne mesurent pas ce à quoi ils participent. Et donc après, ça fait que les médecins viennent sur un plateau et de bonne foi défendent des positions qui sont fausses, mais, et c'est là le problème, en n'allant jamais chercher ailleurs, en n'allant jamais chercher à voir les preuves. Et sur toutes les questions, l'efficacité des traitements précoces, les limites et les risques de la vaccination, les mauvaises réponses en santé publique, on a une somme de connaissances scientifiques avérées qui ont été publiées dans la littérature, mais avec cette difficulté que vous connaissez, c'est qu'aujourd'hui, il y a plus de choses falsifiées et frauduleuses qui sortent dans la littérature que de choses honnêtes, et même des grands journaux comme le Lancet, le New England Journal of Medicine ne font que publier des articles qui ne devraient jamais être publiés tellement ils sont mauvais et frauduleux. Et donc après, c'est clair que ça crée cette confusion où finalement, rares sont les gens à avoir les compétences de s'y retrouver, et donc l'effet de conformité joue à fond, parce que quand vous êtes désemparé face à la diversité de tout ce qui se dit, vous vous raccrochez à ce que disent les autres et l'autorité en particulier. Par contre, et c'est mon point, c'est une faute professionnelle grave de la part d'un scientifique ou d'un journaliste de ne pas chercher à aller voir plus loin. Donc ce monsieur, en l'occurrence l'avocat, niait la réalité de la corruption. Donc quand Péronne disait il y a des gens qui sont sous influence des lobbies, ils disaient « vous n'allez pas recommencer avec ça », alors qu'on sait que c'est le problème principal aujourd'hui dans les politiques de santé. Ça, c'est la grande tâche aveugle. Donc, de nouveau, je rappelle, jusqu'en février 2020, on sait comment gérer les pandémies, c'est-à-dire l'inverse de ce qu'on a fait.
En février 2020, les mots veulent dire ce qu'ils veulent dire. Jusqu'en février 2020, on sait que la corruption est un grave problème dans les politiques de santé, qu'il faut vraiment être précautionneux par rapport à ça, comme le Sénat français l'a rappelé dans son rapport faisant suite à H1N1. Ils ont décortiqué tout ce qui s'était passé, ils ont montré exactement ce qu'on est en train de retrouver aujourd'hui. Des conflits d'intérêts majeurs chez les experts, des recommandations et des préconisations qui n'ont pas lieu d'être, une négation de la réalité, une fuite en avant vers le vaccin, tout était déjà nommé. Et donc, la grande pièce du puzzle manquante pour que les gens et la plupart des médecins et des journalistes puissent comprendre ce qui se passe, c'est la réalité de cette corruption, qui aujourd'hui est systémique. C'est comme dans le milieu de la presse. Imaginez que chaque journaliste est sous la surveillance d'un caporal aux ordres de la CIA ou de M. Gates et qui n'ont pas le droit de mettre une virgule au mauvais endroit, serait très mal comprendre le milieu. C'est qu'il y a des phénomènes d'autocontrôle, d'autorépression, un climat ambiant et aussi un embarquement idéologique qui font qu'il n'y a plus d'ouverture d'esprit et il y a juste l'adhésion à une pensée unique. Ce sont des processus qui relèvent de la religiosité au sens du fanatisme qu'on a pu voir à l'époque de l'Inquisition, à l'époque bolchevique, à l'époque nazie, c'est-à-dire que tout ce qui est hérétique doit être combattu et détruit. Alors, le propre de la démocratie et du débat scientifique, c'est-à-dire toutes les grandes innovations scientifiques se sont faites en étant hérétiques pour commencer. Donc un milieu scientifique intelligent et ouvert, au contraire, favorise l'émergence de la pensée disruptive ou dissonante, en sachant qu'il faut trier après. Bien sûr, ça ne veut pas dire que chaque nouvelle lubie est digne de considération, mais en tout cas qu'on ne s'interdit pas le fait de l'accepter. Et donc, ce qu'Ariane Biran, qui effectivement est spécialiste de la psychopathologie du totalitarisme, c'est qu'aujourd'hui, nous avons basculé dans une logique, dans une dynamique d'État totalitaire qui a totalement instrumentalisé des instances d'arbitrage normalement, et le fact-checking ou l'ordre des médecins sont censés être des instances d'arbitrage, qui est à la limite des commissions de l'ordre des médecins qui vérifient qu'un médecin dans son coin ne fasse pas n'importe quoi parce qu'il a une lubie et développé qu'il faut donner de l'aspirine aux cancéreux en phase terminale. En soi, ça n'est pas une mauvaise chose, mais pour autant qu'il y ait de la loyauté, de l'ouverture d'esprit et de l'intelligence. Et en fait, le déferlement totalitaire, il est délirant, c'est-à-dire qu'il n'a plus de relation avec la réalité, ne s'intéresse plus à la réalité, mais il est raisonnant. C'est-à-dire qu'il tient des sophismes qui passent pour être des raisonnements logiques alors qu'ils ne le sont pas. Et donc, on voit cette espèce d'instrumentalisation. Et le colloque qu'on a donné à Marseille à l'initiative d'Ariane Biran et Vincent Pavon couvrait le champ de la corruption des données et de la compréhension dans tous les domaines. Les politiques de santé, ça c'est ma spécialité. Les statistiques, tous les chiffres qu'on a brandis à la population sont biaisés ou faux. Les modélisations mathématiques, donc Vincent Pavon a montré que des membres du Conseil scientifique en France ont falsifié les études pour donner à Emmanuel Macron ce dont il avait besoin pour imposer ces mesures coercitives, mais ils ont truqué. Ariane Biran s'intéresse évidemment à la dimension psychologique et de philosophie politique et morale. On a aussi abordé la question de la corruption de la presse. Et de nouveau, corruption au sens littéral, c'est-à-dire que ça ne joue plus son rôle et ça a dévié dans une direction qui est mauvaise pour tout le monde. C'est aussi très mauvais pour les journalistes d'être captifs de cette doxa, de cette idéologie et de ne pas d'avoir perdu la compétence ou la liberté de montrer quelle est la réalité des choses alors que c'est la noblesse de ce métier. Alors, je vois que les facettes, c'est que le délire résonnant peut faire illusion jusqu'à un certain point, mais il y a un moment donné où il s'effondre de lui-même. Et aujourd'hui, j'ai l'impression, en ce qui me concerne, je suis assez confiant à ce stade qu'on est dans ce point de bascule. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en plus avec la Chine qui nous donne l'exemple de l'horreur absolue de la politique de Covid-0 qui de toute manière est totalement fausse scientifiquement. Et alors un point que je me permets encore de mentionner parce que c'est probablement le plus intéressant et personne m'en a parlé jusqu'à aujourd'hui, sauf moi-même qui avait traduit un article américain en ce sens il y a une année, c'est qu'en fait, qu'est-ce qui a fait disjoncter les bonnes réponses de santé publique? Et aujourd'hui, l'univers des épidémiologistes et de la santé publique est vraiment en train de récupérer cette compréhension qu'on a vraiment fait n'importe quoi. Mais qu'est-ce qui fait qu'on a fait n'importe quoi à la place de ce qui aurait été utile? Eh bien, en fait, c'est qu'on a copié la réponse chinoise, qui était une réponse dictatoriale et totalement absurde sur le plan sanitaire, par deux canaux. Le premier, c'est l'OMS,
aux mains de Bill Gates et ayant Tedros à sa tête, qui, en février 2020, précisément, out of the blue, sans aucun précédent, dit « il faut oublier tout ce qu'on avait prévu de faire et faire la même chose qu'en Chine, parce que ça a l'air de marcher », ce qui est juste invraisemblable. Et Fauci, qui vient de Dr Fauci aux États-Unis, qui a été le grand responsable de la réponse sanitaire, qui vient d'admettre dans une déposition sous serment qu'il a envoyé son adjoint en Chine au mois de février 2020 et que celui-ci lui a dit de tels éloges de la politique chinoise qu'il s'est dit c'est ça qu'il faut qu'on fasse aussi aux États-Unis. Mais comme si un type avait le droit de jeter aux oubliettes tout ce qu'on savait devoir faire pour imposer des choses complètement absurdes et destructrices. Mais donc, il y a quelque chose d'extraordinairement troublant dans le fait que c'est la Chine, en fait, qui donne le là de ce qui vient aussi ici. Rappelez-vous les protestations, il n'y aura jamais de passeport numérique, d'identité numérique. Le G20 vient de dire, si on va aller dans cette direction, on suit les traces de la Chine, avec un World Economic Forum, donc Klaus Schwab loue le modèle chinois, en disant que c'est un modèle très intéressant, et puis des intérêts agglomérés qui tous donnent l'impression de vouloir aller dans ce système de dictature et de surveillance totale. Et donc la politique sanitaire a été vraiment corrompue et instrumentalisée pour ouvrir des portes par rapport à ça, mais il est vrai que faire croire à la menace illusoire d'un virus mortel auquel chacun d'entre nous risquions de succomber, c'est la voie royale, parce qu'une fois que vous avez fait paniquer les esprits en ce sens, les gens sont prêts à accepter tout et n'importe quoi. Et donc là, il y a une piste vraiment à creuser, parce que l'Occident suit la Chine de manière aveugle, dans une marche en avant où on voit converger le projet de société occidentale et le projet de société chinois. Oui, mais c'est là où le rôle des médias, de mon point de vue, est déterminant. C'est-à-dire que dans les scandales alimentaires que vous avez mentionnés, c'est la presse qui a fait son travail de dire il y a eu 2 morts suite à la consommation de la viande de cheval. Si les médias n'avaient fait qu'occulter le problème et à chaque décès qui se serait produit ici, là ou ailleurs suite à la consommation de viande avariée, avaient dit ça n'a aucun lien, il n'y a aucun lien de causalité, c'est des complotistes qui disent ça, on aurait pu avoir des centaines de milliers de morts en étouffant l'affaire. Et c'est là où, effectivement, les médias aujourd'hui ne jouent absolument plus leur rôle. Donc, je vous remercie d'essayer d'assainir un petit peu le marigot, parce que vraiment, c'est extrêmement compliqué. Mais de surcroît, on sait qu'ils sont aux mains d'oligarques extrêmement peu recommandables, et puis possiblement encore d'autres pouvoirs. Je rappelle quand même que l'ancien rédacteur en chef du Frankfurter Allgemeine, qui est un des grands quotidiens allemands, a dit quelques semaines avant sa mort que la population ne se rendait pas compte à quel point les médias en Occident aujourd'hui sont des têtes de pont de la CIA. Ils reçoivent leur agenda massivement de la part de la CIA, qui est celle qui a fait mettre Julian Assange en prison, et on sait que derrière, il y a des intérêts militaro-industriels, big finance, big tech, big data, etc. Et les médias aujourd'hui ne sont plus que des officines de propagande pour l'essentiel au service de ces intérêts, ce qui pose quand même un énorme problème politique et démocratique. Il y a de temps en temps une enquête valable qui sort, je me réfère notamment à cet article publié récemment par Politico et Die Welt, qui a montré que la réponse sanitaire des pays occidentaux a été dictée par Bill Gates et ses fondations. Il a mis 10 milliards de dollars en jeu, il a utilisé toutes ces différentes fondations et la manière dont il a infiltré les universités, l'OMS, les sociétés médicales, la presse, et c'est M. Gates qui a décidé, sans contrôle des gouvernements, dit l'enquête de Politico et Die Welt. Donc, vous voyez, quand il y a des journalistes qui font leur travail, là on est capable de mettre en lumière cette corruption gravissime de la démocratie, parce que des médias, de nouveau, moi l'Express m'a attaqué en disant, un expert autoproclamé, en guerre contre la science, parce que je dénonçais la corruption dans le domaine de la science. Vous voyez, quand des médias disent les gens qui dénoncent la corruption de l'État sont des ennemis de l'État, c'est bien qu'on est dans un système totalitaire ou mafieux. Sachant aussi que les journalistes, dans leur immense majorité, sont aujourd'hui pris dans ce merdier, excusez mon français, et que j'espère qu'il y aura un certain réveil des consciences pour que dans les rédactions, les journalistes, on peut pas continuer à servir une cause pareille, sachant heureusement que le vent est en train de tourner. Donc après, comme la lâcheté reste malheureusement à de rares exceptions près le mode par défaut de l'espèce humaine, il faut espérer qu'il y ait quelques ralliements qui déclenchent un effet plus grand. Et moi, je pense que tout ce mensonge peut s'effondrer assez rapidement. Mais prenez juste ça. Olivier Véran a énoncé un nombre de mensonges, mais inimaginables depuis le début, et qui sont documentés. On a les preuves de ce qu'il a dit. Nous n'imposerons jamais un pass sanitaire, nous ne fermerons jamais les restaurants, nous n'empêcherons jamais ceci.
les vaccins ne sont plus en phase expérimentale. Donc, quand un menteur chronique est nommé porte-parole d'un gouvernement, vous parlez de confiance publique, vous voyez ce que je veux dire? Et ce qui serait salutaire, c'est que la population s'éveille au fait que nous avons des gouvernants et des élites auxquels nous ne pouvons juste plus faire confiance. Et les grands épidémiologistes américains comme Kulldorff aujourd'hui ou Bhattacharya disent ça, il faut faire table rase. Il faut virer tous les gens qui ont été aux commandes. La première ministre de la province de l'Alberta au Canada a fait ça. Elle a viré tous les responsables des politiques sanitaires et on a nommé d'autres pour reprendre les choses à neuf. Mais le problème, c'est que dans des moments où on brandit beaucoup de menaces, les gens veulent avoir confiance dans leur gouvernement. Et donc aujourd'hui, vous connaissez les statistiques, il n'y a plus que 24% des Français qui font encore confiance aux médias. Ça reste beaucoup par rapport à la réalité de la confiance qu'ils méritent, mais ils sont encore 50% à faire confiance au gouvernement. Et c'est ça le problème, c'est qu'on devrait être à 5% dans un cas comme dans l'autre pour des naïfs irréductibles. Alors on les suit en continu, donc hier j'ai publié celle de Virginie de Araujo-Recchia, qui est avocate et qui parle de la corruption juridique, et notamment, alors c'est un tout petit peu technique, mais comment on a vraiment violé l'ordre juridique en permettant à des règlements ou à des lois de porter atteinte au bloc constitutionnel. Et ça, c'est vraiment marcher sur la tête. Le bloc constitutionnel, il est inviolable. C'est lui qui garantit les droits et libertés individuelles et publiques. Et on a permis que par des règlements, on viole le bloc constitutionnel avec pour l'instant aucune cour ou juridiction qui n'ait eu le courage en Europe, aux États-Unis c'est différent, il y a beaucoup plus d'indépendance de la justice, mais de nommer et faire reconnaître cette anomalie et la gravité de cette anomalie. Et on va continuer avec la corruption dans le domaine médiatique, dans le domaine intellectuel, et puis dans la politique publique dans son ensemble. Et effectivement, je crois que c'est très très important de documenter de manière aussi rigoureuse qu'on essaye de le faire, la réalité de cette corruption pour que les gens puissent sortir de la naïveté, ils ne peuvent pas nous vouloir du mal. Et ce qui d'ailleurs est une négation extraordinaire de la civilisation. Parce que toute la littérature depuis les Grecs sait que les gens au pouvoir ont tendance à en abuser, que l'esprit humain est compliqué, que les profils pervers ou manipulatoires ou abusifs existent. Donc, je veux dire, toutes les tragédies grecques, tout Shakespeare, toute la littérature contemporaine parlent de ces réalités, et à la faveur du basculement totalitaire, c'est un tabou. Non, ils ne peuvent pas être mal intentionnés. Il ne peut pas y avoir d'autres intérêts en jeu que ceux qui sont nommés explicitement. Donc c'est juste une négation de notre humaine nature, ce qui de nouveau est une perte de contact avec la réalité. Et donc l'avantage et l'espoir, c'est qu'au fond les pouvoirs se décrédibilisent de plus en plus. Philippe Guillemant, qui est physicien, disait ça de manière très jolie. Il disait, mais le transhumanisme est en train de s'aliéner les bonnes volontés de tout le monde. Plus personne aujourd'hui ne peut adhérer à ce que Klaus Schwab est en train de proposer. Ou alors par des manipulations telles qu'ils ne se rendent pas compte de à quoi ils concourent. Donc on est dans un moment de tension, parce qu'évidemment que les pouvoirs en question ont tellement de leviers en main et tellement de force de frappe que c'est inquiétant d'un côté, mais d'un autre côté, toutes les outrances auxquelles ils se livrent. Vous voyez, puis les journalistes, moi, des fois, je leur demande, bon, vous êtes à 26 ou 24% de crédibilité, vous voulez aller jusqu'où? Vous vous arrêterez quand vous serez à 5% ou 2% ou 1%? Et aujourd'hui, la réalité, c'est qu'en 2020, j'ai eu 14 millions de lectures sur mon blog, 14 millions d'articles lus. Idriss Aberkan a 700 000 sur sa chaîne YouTube. C'est infiniment plus que Libération. Donc, la vérité, c'est que les gens se détournent aussi des sources faisandées ou fallacieuses, parce qu'on ne peut pas prendre les gens pour des cons durablement, tout le temps, en leur faisant croire n'importe quoi. Et de nouveau, que des journalistes aient un point de vue critique contre nos positions, moi je suis le premier d'accord avec ça, je trouve très très bien qu'on soit challengé, c'est comme ça qu'on se remet en question et qu'on progresse. Mais quand c'est un dénigrement systématique de mauvaise foi et profondément malveillant, les gens ils sont pas bêtes, ils le sentent. Et donc ils se détournent de ça. Donc je pense qu'il y a beaucoup de systèmes qui sont en cours d'effondrement. Qui aujourd'hui peut encore croire à la démocratie parlementaire quand on voit le comportement de nos députés? On sait juste, c'est la démonstration que ce système ne fonctionne pas. Il faut en trouver un meilleur. On nous a toujours dit c'est le meilleur système, c'est le pire de tous les systèmes à l'exception de tous les autres. C'est la phrase de Churchill. Mais aujourd'hui, il faut qu'on trouve mieux. Il faut qu'on trouve mieux pour la médecine, il faut qu'on trouve mieux pour l'éducation, qui est un désastre dans notre société. Il faut qu'on trouve mieux pour les universités, qui ne sont pas censées être le lieu de façonnement du conformisme intellectuel. Il faut qu'on trouve mieux pour la presse. Donc je crois qu'on a tous cette aspiration
à sortir de ce merdier et à vivre enfin quelque chose qui soit digne de nous. Et ça prend qu'il y ait des systèmes d'autorité qui, bien sûr, sont nécessaires, qui soient dignes de leurs responsabilités vis-à-vis de la population. Et c'est ça le magnifique chemin que nous avons à trouver, même s'il sera difficile. Dieu sait si je ne suis pas un inconditionnel d'Elon Musk, parce que notamment sa volonté de faire le couplage entre le cerveau et l'ordinateur me paraît monstrueux. Et donc j'ai beaucoup de réticence par rapport au projet du personnage. Cela dit, avec Twitter, je trouve qu'il a entièrement raison. Il dit c'est un combat pour la liberté d'expression et toute l'intelligentsia et les élites au pouvoir considèrent que la liberté d'expression est quelque chose de dangereux. C'est quand même un renversement incroyable. Et moi qui ai grandi dans une civilisation qui tenait pour acquise la liberté d'expression et d'opinion, comme étant même le garant de la démocratie et de la santé de la collectivité, je suis effaré de voir comment le politiquement correct poussé à son absolutisme, c'est-à-dire la tyrannie du bien et de la bien-pensance, est en train de remettre en question toutes ces réalités, donnant raison à Pasolini, qui disait avant sa mort, le prochain fascisme sera un antifascisme. C'est-à-dire que c'est au nom des idées vertueuses et de la bonne conscience qu'on instaurera un nouveau fascisme. Et je crois qu'il faut vraiment mettre ça en échec, mais le fait qu'ils soient en train de libérer la parole sur Twitter comme il est en train de le faire, on voit d'ailleurs que les expressions de haine baissent. Donc cette adéquation, si on laisse les gens dire ce qu'ils pensent, ça va faire des flambées de haine, c'est faux. Parce qu'il y a des systèmes de contrôle diffus qui font que quand on est dans un espace de civilité et de respect, un comportement inapproprié est reconnu comme inapproprié et n'est pas accepté par la plupart des gens. Et c'est ça qu'il faut restaurer. C'est un climat de politesse, de bonté, de gentillesse, de bienveillance, mais aussi de rigueur quant à ce qui n'est pas accepté.